Regardez bien cet homme. 30 octobre 1974, Kinshasa. Il fait une chaleur qui colle à la peau et il est 3 heures du matin. L'homme qui glisse le long de ses cordes est, à cette seconde précise, l'être humain le plus dangereux de la planète. 40 combats, 40 victoires, 37 adversaires qui ne se sont jamais relevés. On ne bat pas George Foreman, on lui survit quand on a de la chance. Et pourtant, il tombe. Ce que vous voyez, ce n'est pas un boxeur qui perd. Un boxeur, ça se relève, ça revient, ça prend sa revanche. Non, ce que vous voyez, c'est un homme dont toute la vie tenait sur une seule certitude. Je suis le plus fort, donc je n'ai peur de rien. Et qui découvre, là, sous les projecteurs, devant le monde entier, que cette certitude était creuse. Son corps, lui, va bien, presque intact. C'est autre chose qui vient de se fissurer cette nuit-là. Quelque chose qu'aucun médecin ne saura recoudre. Et 3 ans plus tard, dans un vestiaire minable de Porto Rico, cette fissure va le rattraper. Il va croire mourir. Et d'une certaine façon, il va mourir. Alors voilà le mystère, celui pour lequel vous êtes là. 20 ans après cette nuit, le même homme va remonter sur un ring. 45 ans, le crâne chauve, le ventre mou, un large sourire, et il va redevenir champion du monde. Puis il va gagner, avec un simple grill électrique, plus d'argent qu'avec toute sa carrière de boxeur réunie. Comment passe-t-on du monstre que personne n'osait regarder dans les yeux au grand-père que tout le monde rêvait d'inviter à dîner? Je vais être honnête avec vous tout de suite, parce que c'est la règle ici. Personne ne peut entrer dans la tête d'un mort. On ne va pas expliquer George Foreman comme on démonte une montre, on va faire quelque chose de plus prudent et peut-être de plus intéressant. On va poser les bonnes questions et regarder ce qu'un homme fait quand tout ce qu'il croyait être s'effondre. George Foreman est mort le 21 mars 2025. Il aura vécu littéralement 2 vies dans un seul corps. Voici l'anatomie de la première mort et de ce qui est né juste après. Pour comprendre pourquoi un homme s'effondre, il faut d'abord comprendre sur quoi il tenait debout. George Foreman a grandi dans le Fifth Ward de Houston. Si vous ne connaissez pas, imaginez juste l'un des quartiers les plus durs du Texas des années 50. Une mère seule, 7 enfants, un père biologique parti très tôt. Et la fin, pas la fin des mauvais jours, la fin de tous les jours. Foreman a raconté plus tard qu'il volait, qu'il se battait, qu'il faisait peur aux gens dans la rue. Parce que faire peur, c'était la seule chose qu'il savait faire bien. Arrêtons-nous là une seconde, parce que c'est important pour toute la suite. Quand un enfant grandit sans rien, sans sécurité, sans protection, il apprend très tôt une leçon brutale. Le monde ne te respecte pas pour ce que tu es, il te respecte pour ce que tu peux lui faire. Et George, lui, était immense, une force de la nature. Alors il a construit toute son identité sur la seule chose que personne ne pouvait lui enlever, sa capacité à détruire. Ce n'était pas de la stratégie. À 15 ans, on ne fait pas de stratégie, c'était de la survie. Mais cette survie allait se transformer, quelques années plus tard, en l'arme la plus redoutée du sport mondial. Un éducateur d'un programme fédéral, le Job Corps, repère ce colosse en colère et l'oriente vers un ring. Le déclic est immédiat. En 1968, avec à peine une vingtaine de combats amateurs derrière lui, presque rien, Foreman décroche l'or olympique à Mexico. Et il fête sa victoire en brandissant un petit drapeau américain. Retenez ce geste. Cet enfant du ghetto qui, au milieu d'une Amérique déchirée par la question raciale, choisit de brandir le drapeau. Ce n'est pas anodin. C'est déjà quelqu'un qui, sans forcément le savoir, comprend le pouvoir d'une image. Passé professionnel, Foreman ne gagne pas ses combats, il les efface. Et très vite, ceux qui l'observent de près remarquent quelque chose d'étrange. Ce n'est pas seulement sa puissance, c'est son silence. À cette époque, la boxe est un théâtre. Muhammad Ali récite des poèmes, insulte ses adversaires, remplit chaque silence de sa voix. C'est le folklore du sport. Foreman, lui, fait tout l'inverse. Il se tait, il fixe l'homme en face, et il attend son heure. Il y a un mot pour ça, et il vient moins de la psychologie universitaire que de la stratégie brute. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, en fait sa 4e loi, dites-en toujours moins que nécessaire. L'idée est simple et redoutable. Quand vous vous taisez, l'autre ne peut plus vous lire.
Et un adversaire qui ne peut pas vous lire fait la chose la plus dangereuse qui soit, il commence à imaginer. Le silence est un vide, et devant un vide, le cerveau humain ne supporte pas l'absence. Alors il remplit. Il remplit avec quoi? Avec ses propres peurs. Face au mutisme de Foreman, ses adversaires ne combattaient pas un homme. Ils combattaient tout ce qu'il s'était raconté sur lui dans le vestiaire la nuit d'avant en fixant le plafond. Il y a un chercheur, Paul Ekman, qui a passé sa vie à étudier les micro-expressions du visage. Ces micro-signaux involontaires qui trahissent la peur, le doute, l'empathie. Ces travaux sont aujourd'hui discutés, on y reviendra peut-être, mais l'intuition de départ est juste. Nous scrutons en permanence le visage des autres pour savoir à quoi nous en tenir. C'est câblé en nous depuis la nuit des temps. Le visage de Foreman, lui, ne donnait rien. Pas de colère théâtrale, pas d'hésitation, pas d'humanité visible, juste une surface lisse. Et cette absence-là était bien plus terrifiante que n'importe quelle grimace de rage. En 1973, tout ça atteint son sommet. À la Jamaïque, Foreman affronte Joe Frazier, le champion du monde, invaincu, celui-là même qui avait fait tomber Ali. Sur le papier, c'est un combat. Dans la réalité, c'est une démonstration. Foreman envoie Frazier au tapis 6 fois en 2 rondes. Le commentateur Howard Cosell hurle cette phrase devenue légendaire à la télévision américaine. « Down goes Frazier !» Frazier est à terre, encore et encore. Ce soir-là, George Foreman devient champion du monde incontesté. Il a 24 ans, il est invaincu, 40 victoires, 37 par KO. Le monde entier est persuadé de tenir le boxeur le plus dévastateur de tous les temps. Et c'est là qu'il faut être lucide sur ce qu'on est en train de regarder. De l'extérieur, Foreman est au sommet absolu, intouchable. Mais tout ce sommet repose sur une seule fondation, la peur qu'il inspire. Sa domination, son identité, sa valeur à ses propres yeux, tout est bâti sur cette idée unique. Je suis celui qu'on ne bat pas. Or, une identité qui ne tient que sur une seule croyance a un défaut. Un défaut invisible tant que la croyance n'est jamais démentie. C'est comme une pièce sans porte de secours, magnifique, imprenable, jusqu'au jour où le feu prend à l'intérieur. Un cadre bâti uniquement sur la terreur ne sait pas plier. Il ne sait faire qu'une seule chose, le jour où il rencontre plus fort que lui, il se brise. Et à des milliers de kilomètres de là, dans un pays qui s'appelle encore le Zaïre, un homme un peu plus léger, un peu plus vieux et infiniment plus malin avait déjà compris exactement où appuyer. Revenons à cette nuit de Kinshasa, parce que ce qui s'y est joué n'a presque rien à voir avec la boxe. Mohamed Ali est arrivé au Zaïre plusieurs semaines avant le combat, et il a fait une chose que Foreman n'avait pas vu venir. Il a séduit tout un pays. Quand Foreman débarque à son tour, il découvre une foule entière qui scande une phrase en lingala. « Ali, Bomaye ». Ça veut dire « Ali, tue-le ». Le champion du monde, l'homme le plus redouté de la planète, venait défendre son titre dans un stade qui réclamait sa mort. Ali avait retourné le décor avant même le premier coup. Et dans le ring, il a fait pire encore. Tout le monde s'attendait à ce qu'il danse, qu'il fuit la puissance de Foreman pendant 12 rounds. Au lieu de ça, il s'est adossé aux cordes, il s'est protégé le visage, et il a laissé Foreman frapper. C'est ce qu'on a appelé le rope-dope. Sur le moment, ça ressemblait à du suicide. En réalité, c'était un piège d'une intelligence rare. Ali absorbait, encaissait, se laissait pousser dans les cordes qui amortissaient les coups. Et pendant ce temps, Foreman dépensait tout. Round après round, sous une chaleur écrasante, le monstre cognait de toutes ses forces sur un homme qui refusait simplement de tomber. Et entre les reprises, dans le creux de l'oreille, Ali lui glissait quelques mots. « C'est tout ce que t'as, Georges ?» Je vais rester honnête, parce que c'est notre règle. Personne ne peut dire avec certitude ce qui traversait la tête de Foreman à ce moment-là. Mais il y a une chose qu'on peut observer, et elle est fascinante. Toute la méthode de Foreman reposait sur un postulat invisible. Les hommes que je frappe finissent par céder. C'était vrai depuis 10 ans, 40 fois de suite. Sauf que cette nuit-là, l'homme en face ne cédait pas. Il y a un psychologue, Leon Festinger, qui a décrit ce qui se passe dans un cerveau confronté à 2 vérités qui ne peuvent pas coexister. Il appelait ça la dissonance cognitive.
Attention, Festinger parlait de nos petits arrangements quotidiens, pas de ring de boxe. Donc prenons ça comme une image, pas comme un diagnostic. Mais l'image tient. Que fait un esprit quand il croit dur comme fer « je suis imbattable » et qu'il voit en même temps l'adversaire toujours debout devant lui? Il ne s'ajuste pas calmement, il vacille. Au 8e round, Ali se détache enfin des cordes. Foreman, vidé, les bras lourds comme du plomb, ne voit pas venir la combinaison. Il s'écroule. Il se relève, mais c'est fini. Et tout le monde dans ce stade le sait avant lui. Les dégâts physiques, encore une fois, sont minimes. Le lendemain, Foreman marche, parle, va bien. Mais quelque chose ne va pas se remettre en place. Et on le sait parce que Foreman lui-même l'a raconté des années plus tard. Pendant longtemps, il n'a pas accepté cette défaite. Il a cherché des excuses. L'eau qu'on lui aurait trafiquée, les cordes trop lâches, la chaleur, le complot. Tout plutôt que la vérité toute simple. Ce soir-là, il avait rencontré plus intelligent que sa force. C'est exactement ça que Festinger décrivait. Un esprit qui préfère se raconter 10 histoires fausses plutôt que d'admettre une seule vérité qui le détruirait. Foreman est reparti de Kinshasa persuadé d'avoir touché le fond. Il se trompait. Le fond, le vrai, avait rendez-vous avec lui 3 ans plus tard, dans un vestiaire de Porto Rico. Mars 1977. Foreman tente de reconstruire sa carrière. Il affronte Jimmy Yang à San Juan, un boxeur qu'il est censé dominer. Il perd au point, au terme d'un combat long, éprouvant, sous une chaleur suffocante. Une défaite de plus. Humiliante, mais une défaite ordinaire en apparence. Le vrai combat, lui, ne s'est pas déroulé sur le ring. Il a eu lieu juste après, dans le vestiaire. Épuisé, en état de choc thermique, déshydraté, Foreman s'effondre. Et là, il vit quelque chose qu'il passera le reste de sa vie à essayer de mettre en mots. Il raconte avoir été aspiré hors de son propre corps. Il se décrit plongé dans un néant total, une obscurité sans fond, avec la certitude absolue qu'il est en train de mourir. Il sent l'odeur de la mort, dit-il. Et au milieu de ce vide, une voix. Tu crois en Dieu. Pourquoi as-tu peur de mourir? Il se réveille en hurlant que Jésus est vivant en lui, du sang sur les mains, le visage, terrifiant ses propres assistants qui le croyaient mort. Cet homme qui, quelques heures plus tôt, n'était qu'un boxeur fini, ressort de ce vestiaire transformé de fond en comble. Il quitte la boxe, immédiatement. Il abandonne les millions, la gloire, l'identité entière qu'il avait mis 28 ans à bâtir. Il devient prédicateur. Croyez ce que vous voulez de l'expérience elle-même, vision divine, hallucination provoquée par l'hyperthermie, court-circuit d'un cerveau privé d'oxygène. Ça, honnêtement, on ne tranchera pas et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que cet homme en a fait. Il existe une théorie signée d'un psychiatre polonais du nom de Kazimierz Dabrowski qui éclaire ce moment d'une lumière très particulière. Il l'a appelée la désintégration positive. L'idée va à contre-courant de tout ce qu'on nous répète. On nous apprend qu'une crise, un effondrement, une dépression, c'est une panne, un dysfonctionnement à réparer au plus vite pour revenir comme avant. Dabrowski propose l'inverse. Pour lui, certains effondrements ne sont pas des pannes, ce sont des démolitions nécessaires. Parfois, la structure qu'on a bâtie pour survivre est devenue une prison, solide, rassurante, mais trop étroite pour l'homme qu'on pourrait devenir. Et la seule façon d'en sortir, c'est que cette structure s'écroule. Regardez ce que Foreman démolit dans ce vestiaire. Il démolit le monstre. Cet ego bâti à 15 ans dans les rues de Houston, cette identité fondée sur la peur et la force brute, celle-là même qui s'était fissurée face à Ali, elle finit de tomber en ruine. Carl Jung aurait dit qu'il affrontait enfin son ombre. Toute cette rage, toute cette violence héritée de l'enfance, qu'il avait passé sa vie à retourner contre les autres plutôt qu'à regarder en face. Encore une fois, restons lucides. On met des mots savants après coup sur le chaos vécu par un homme. Foreman, lui, n'a jamais parlé de Dabrowski ni de Jung.
il a parlé de Dieu. Ces théories ne sont pas la vérité de ce qu'il a vécu, ce sont des lampes qu'on braque sur une pièce sombre pour en distinguer les contours. Ce qui suit est peut-être le plus impressionnant. Foreman ne revient pas sur les rings triomphalement l'année suivante. Il disparaît pendant 10 ans. Il rentre au Texas. Il prêche dans la rue, au coin des trottoirs, devant des gens qui ne savent même pas toujours qui il a été. Il fonde son église. En 1984, il ouvre un centre pour les jeunes du quartier, un gymnase gratuit, financé de sa poche, pour tenir les gamins loin de la rue qui avait failli l'engloutir, lui. Il ne se reconstruit pas en public. Il se reconstruit dans le silence, loin des projecteurs. Et maintenant, je dois m'arrêter. Parce qu'on arrive à l'endroit exact où la plupart des vidéos comme celle-ci vous mentent. On est en train de vous raconter une belle histoire, l'effondrement salvateur, la traversée du désert, la renaissance. C'est propre, c'est inspirant, ça donne envie d'y croire. Sauf qu'on la raconte à l'envers. On connaît déjà la fin, alors on relie les points dans le bon ordre pour que tout ait l'air d'un plan magnifique. La vérité, c'est que des milliers d'hommes se sont effondrés comme Foreman. Des milliers ont vécu leur nuit noire, se sont convertis, ont juré de tout changer. Et l'immense majorité n'est jamais redevenue quoi que ce soit. On ne connaît pas leur nom, justement parce qu'ils ne sont pas revenus. Alors la désintégration positive ne garantit rien. Un effondrement ne vous rend pas plus fort par magie. Ce n'est pas une recette. Tout ce qu'on peut dire honnêtement, c'est ceci. La destruction de l'ancien Foreman était nécessaire pour qu'un autre homme puisse exister. Nécessaire, mais pas suffisante. Ce qu'il a fait de cette destruction, en revanche, ça n'appartient qu'à lui. Et ce qu'il en a fait, personne ne l'a vu venir. Le public rit, les experts haussent les épaules, ses futurs adversaires le regardent de haut. Un grand-père sympathique qui veut se refaire un peu d'argent, pense-t-il. Et c'est ici que je veux être très clair, parce que c'est le point le plus important de toute cette... La version cynique de cette histoire vous dirait « Le sourire était une ruse, un masque calculé, une pure manipulation ». C'est faux. Ou plutôt, c'est passé à côté de l'essentiel. Cet homme avait réellement changé. Foreman a compris qu'il pouvait utiliser ce qu'il était devenu sincèrement. Le masque n'est pas un mensonge plaqué sur son vrai visage. Le masque était son vrai visage, et il a eu la lucidité de s'en servir comme d'un outil. C'est exactement là que se trouve la frontière entre la manipulation et ce que j'appellerais la souveraineté. Le manipulateur joue un rôle qu'il n'est pas. L'homme souverain, lui, choisit quelle part vraie de lui-même il met en avant. Il y a 5 siècles, Machiavel écrivait une phrase qui résume toute la seconde vie de George Foreman. Le prince, disait-il, doit être à la fois lion et renard. Le lion effraie les loups, mais il tombe dans les pièges. Le renard, lui, ne peut pas se défendre contre les loups, mais il reconnaît les pièges. Le jeune Foreman était un lion, pure puissance, pure terreur. Et comme tous les lions, il avait fini par tomber dans un piège, celui d'Ali, à Kinshasa. Le vieux Foreman, lui, est devenu un renard. Il a compris que dans ce nouveau monde, la peur qu'il inspirait autrefois était devenue inutile, encombrante même. Alors il a rangé les crocs et sorti le sourire. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, résumait ça en une ligne. Paraissez faible quand vous êtes fort. En s'affichant vieux, rond et inoffensif, Foreman n'inspirait plus la peur, il inspirait la condescendance. Et un adversaire qui vous sous-estime, c'est un adversaire qui baisse sa garde. Il avait toujours la même main droite, la plus dévastatrice de l'histoire des poids lourds. Il l'avait simplement cachée derrière un rire. Il est, encore aujourd'hui, le plus vieux champion de l'histoire de la catégorie. Et je veux vous raconter un détail parce qu'il en dit plus long que tout le reste. Foreman a eu 5 fils. Il les a tous appelés George. George Junior, George III, George IV, George V, George VI. On lui a demandé pourquoi. Sa réponse : je voulais qu'ils aient tous quelque chose en combat. S'ils tombent un jour, s'ils traversent des épreuves, ils sauront qu'ils ont les mêmes racines. Pensez-y, voilà un homme obsédé par l'idée de racines, de nom, d'identité transmise, indestructible. Le même homme qui avait dû, lui, détruire entièrement la sienne pour survivre. Il donnait à ses fils la stabilité d'un seul nom,
parce qu'il savait mieux que quiconque à quel point une identité peut se briser. Et puis, il y a eu le grill. En pleine gloire de son retour, un fabricant lui propose de prêter son nom et son visage à un petit appareil de cuisson censé réduire les graisses. Foreman accepte. Le George Foreman Grill se vend à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Cet appareil lui rapportera bien plus d'argent que l'ensemble de ses combats, des sommes qui donnent le vertige. Mais réfléchissez à pourquoi les gens l'ont acheté. Il existait des dizaines d'appareils identiques. Ce que les gens achetaient, ce n'était pas une plaque chauffante, c'était le sourire, la confiance, ce grand-père rassurant qui vous promettait de mieux manger. Ils achetaient l'homme. Et voici la boucle, la vraie leçon de toute cette histoire. Ça n'a marché que parce que le sourire était sincère. Un faux aurait sonné faux. Les gens l'auraient senti. C'est ça, la souveraineté dont on parle sur cette chaîne. Ce n'est pas la manipulation des autres, c'est la maîtrise de soi poussée si loin qu'on peut faire de ce qu'on est devenu un levier sans jamais se trahir. L'ego est un outil. Il n'a jamais été fait pour être un maître. Le 21 mars 2025, George Foreman est mort. Il avait 76 ans. Il est parti entouré des siens, décrit par sa famille comme un père aimant et un homme de foi. Pas comme un champion, pas comme un monstre, comme un homme en paix. L'homme qui était mort 2 fois, une fois de son ego face à Ali, une fois de son corps dans ce vestiaire de Porto Rico, est mort une dernière fois. Et cette fois, il n'y a pas eu de renaissance, juste le silence et une vie qui se referme. Mais repensez à cet homme effondré contre les cordes au tout début. À cette seconde-là, il croyait que tout était fini, parce qu'il croyait être sa force et rien d'autre. Il lui aura fallu une chute, un gouffre et une traversée du désert de 10 ans pour comprendre la seule chose qui compte vraiment. Vous n'êtes pas ce que vous avez construit. Vous n'êtes pas votre réputation, ni vos succès, ni même l'image que le monde vous renvoie. Tout ça, ce sont des outils. Et le jour où vous cessez de les prendre pour votre maître, plus rien ne peut vraiment vous détruire, parce que vous savez déjà que vous pouvez tout reconstruire. C'est peut-être ça, au fond, la seule leçon que George Foreman nous laisse. Si ce récit a résonné en vous, prenez 1 seconde pour vous abonner à la chaîne, laisser une trace en commentaire ou aimer cette vidéo. C'est la plus belle façon d'aider ces histoires à continuer d'exister. Restez lucide. Restez souverain.